Ces 3 dernières semaines, Jackie Kulik s'est rendu tous les jours à la cour d'assises d'Amiens. La boule au ventre. Un homme y était jugé pour le meurtre de sa fille, Élodie. Hier, Willy Bardon a été condamné à 30 ans de prison. Immédiatement après le verdict, il a tenté de se suicider dans le box. Pour la famille d'Élodie, c'est la fin de près de 18 ans de combat pour que le meurtre soit puni. Je m'appelle Jackie Kulik, je suis le papa d'Élodie. Ma fille a été assassinée et brûlée dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002. Ça fait 17 ans que je vis uniquement pour les punir, pour les faire punir. C'est un combat pour lequel j'ai sacrifié maintenant le quart de ma vie. Juste avant d'être tuée, la jeune femme a téléphoné aux pompiers. L'appel a été enregistré et Jackie Kulik l'a écouté. Les hurlements de sa fille résonnent encore en lui. Au jardin, on est détendu, on pense uniquement à ce qu'on est en train de faire et à ce qui va se produire après. C'est ça qui vous a fait tenir un peu, vous diriez? Ah oui, oui, oui. Je passe une très très grande partie de ma vie au jardin. À la veille du procès, il mesure le chemin déjà parcouru. Un homme va bientôt être jugé. Il y a encore le procès, mais bon, je suis prêt. C'est quoi le J'attends. combat du procès, là, du coup? Ah bah je vais l'avoir en face de moi, ouais. Et puis bon, là on va le faire parler, il faudra qu'il parle. Il faudra qu'il parle. J'ai toujours pensé qu'il parlerait au procès, qu'il serait obligé de parler. Savoir exactement comment c'est arrivé, comment c'est. Et puis bon, j'aimerais quand même savoir les dernières paroles de ma fille. J'y étais pas donc. Mais je pense qu'il sera obligé de parler. Nous avons suivi Jackie Kulik pendant près de 10 ans.
Je vois que vous les rangez vite à chaque fois, Jackie, ces photos. Ben écoutez, oui, bon, je l'ai dit, moi les photos, je sais plus voir les photos, donc ça me fait trop mal. On est bon, on y va. Élodie occupait cette chambre lorsqu'elle venait les week-ends ou pour les vacances. C'est quoi les souvenirs les plus forts que vous avez? Bah, les souvenirs les plus forts, c'était la réussite d'Élodie, comment je vous dire, sa joie de vivre. Elle était gaie, elle apportait le soleil dans la maison, et puis elle réussissait tout ce qu'elle entreprenait, c'était magnifique. Votre médaillon à la ceinture? Le médaillon à la ceinture, c'est... Alors j'ai d'un côté, c'est mon épouse. Et Élodie. Et c'est pourquoi vous avez ça? C'est pour les garder un petit peu avec vous tout le temps? Oui. Elles sont toujours avec moi. Sa femme a fait une tentative de suicide après le crime et est décédée après un long coma. Ça fait 8 ans qu'ils sont libres. Ça fait 8 ans qu'ils bénéficient de la liberté. Ne vous inquiétez pas qu'ils me la paieront, cette liberté, si jamais on les trouve. Et que, au niveau des gens de leur entourage qui savaient des choses et qui se sont tus, ces gens-là aussi auront beaucoup de comptes à me rendre. Croyez-moi qu'ils auront des comptes à me rendre. J'y ai réfléchi. J'ai eu le temps d'y réfléchir aussi pendant 8 ans. Et donc maintenant, je vis pour les trouver. Ils embarquent de force la jeune femme. Ses agresseurs la violent, l'étranglent et tentent de brûler son corps. Élodie est retrouvée dans cette décharge isolée. À côté d'elle, un préservatif avec un ADN. Sur son corps, le même ADN. La signature génétique du violeur. Le mode opératoire a interpellé les gendarmes depuis le tout début. Les criminels ont tenté de brûler le corps pour effacer leurs traces, tout en laissant un préservatif, des morceaux de son emballage. Et alors que la décharge regorge de cachettes, ils ont abandonné Élodie en plein milieu du chemin. Rien n'est logique. On peut effectivement penser qu'il y a une espèce de précipitation dans la phase finale. Mais je veux dire, bon, effectivement, pourquoi ils se sont précipités? Il y a peut-être un élément déclencheur qui est arrivé à un moment que, je veux dire, qui a fait qu'effectivement, dans la précipitation, ils ont abandonné l'état d'indice, quoi. L'usine Bonduelle, qui tourne même de nuit, jouxte la décharge. Une voiture s'est-elle aventurée sur le chemin? Ont-ils été surpris? Le lieu de l'accident n'est pas non plus anodin.
Il semble avoir été choisi par les bourreaux d'Élodie. Avant, vous avez des bois. Après, vous avez une rambarde. Effectivement, si des gens ont l'intention de forcer quelqu'un à aller dans le bas-côté, ça fait partie des zones à privilégier par rapport effectivement au bois ou aux rails de sécurité. Elle a fait un tonneau, donc le véhicule est abîmé, mais rien ne permet de dire si c'est lié à l'accident lui-même ou si c'est un acte volontaire d'un autre véhicule. Les débris retrouvés proviennent de l'accident. Il n'y a pas de traces de collision avec un autre véhicule. Ces agresseurs ont sans doute réussi à provoquer la sortie de route d'Élodie, à l'endroit où il n'y a pas de barrière de sécurité. Ils connaissaient donc parfaitement la route. Et les gendarmes d'Amiens ont un autre indice qui les a confortés dès le départ dans une piste locale. En écoutant la bande sonore de l'appel d'Élodie aux pompiers, ils ont eu des informations sur ces meurtriers. Qu'est-ce qu'on entend dans cet enregistrement? On entend les cris de la victime. Hein, je pense qu'elle sait que ça va mal se passer. On sent que la victime est affolée. Hein, l'appel est terrible. Hein, et on sent que derrière, il y a un certain sang-froid des auteurs aussi. Hein, et peut-être éventuellement un accent picard, voire du Nord. L'ADN retrouvé sur la scène du crime était inconnu. Il ne figurait pas dans le fichier qui recense les délinquants français. Alors chaque nouveau suspect était prélevé et son ADN comparé à celui du violeur d'Élodie. Sans résultat. Quand je travaille dans ce dossier, par rapport aux autres dossiers que j'ai faits, je me mets toujours à la place du père et de la mère. Et moi-même des enfants, donc ça m'inspire un petit peu quand même de... Il y a une arme de travail, quoi, parce qu'il faut qu'on interpelle, il faut qu'on identifie cet individu. Par rapport à la famille, par rapport à cette pauvre fille, par rapport à tout l'environnement, par rapport à la presse, par rapport à nous-mêmes, quoi. Le crime a eu lieu à 90 km de chez Jackie Kulik. Je vais un peu m'imprégner de l'air là-bas pour voir un peu. J'ai toujours l'impression que je vais trouver. Qu'un jour, il va y avoir un événement qui va faire un truc déclencheur et que je trouverai les coupables. La route, c'est le premier acte de la tragédie de Jackie Kulik. En 1976, il a perdu ses 2 premiers enfants dans un accident de voiture. On avait reconstruit quelque chose, c'était beau, c'était... Jusqu'à ce qu'il y a des individus qui nous privent d'Élodie, qui démolissent tout à nouveau. Il y a quelque chose qui fait que je suis poursuivi par la malédiction. Je me dis que je suis maudit. Je dois être maudit quelque part. Dans la dernière soirée d'Élodie, elle parle
de son agence bancaire. Elle ferme l'agence bancaire, elle passe chez elle, elle prend sa voiture et elle va directement sur Saint-Quentin où elle a rendez-vous avec cette amie avec qui elle a envie de renouer des relations. Elle est, comme à chaque fois, rayonnante. Les garçons qui étaient là et qui travaillaient se battaient pour aller la servir, parce que c'est celui qui irait la servir. Elle est arrivée en avance. Son ami la rejoint à 19h30. Il file dîner. Puis Élodie va boire un dernier thé chez lui. Il parle notamment de musique, sa passion. À 23h45, elle part. C'est une fille qui était magnifique. D'abord, ses cheveux blonds, hein, ça attire la lumière. Oui, elle était belle, quoi. Elle était belle, tout le monde la regardait. Elle attirait les regards, c'est évident. Est-ce à ce moment précis qu'Élodie a été repérée par ses tueurs? Ils l'ont sans doute suivie depuis Saint-Quentin. Ce soir-là, Élodie roulait à 60 km/h, très prudemment. Lui ont-ils fait une queue de poisson pour lui faire quitter la route? Seuls des conducteurs chevronnés seraient capables de faire ça. Habituellement, quand on a un accident de la route et qu'on voit quelqu'un arriver, on se dit ouf, ils viennent m'aider, ils viennent me porter secours. Elle voit les gens arriver, elle appelle le 18, le numéro des pompiers, elle pousse des cris. Ça veut dire qu'elle sait déjà que ceux qui viennent vers elle viennent pas là pour l'aider, mais pour, au contraire, lui faire du mal. Les voix d'hommes se rapprochent d'elle. Ils parlent entre eux. Sur la bande, qui est de très mauvaise qualité, on croit entendre « Éteins tes feux, passe-moi tes clés, enlève la batterie ». Le lendemain, à 8h15, la voiture est découverte, les clés sur le contact, le sac de la jeune femme à l'intérieur. Élodie a disparu. Les gendarmes ne font pas tout de suite le lien avec l'appel aux pompiers. L'opératrice a cru qu'il s'agissait des cris d'une femme battue. Mais quand le numéro d'Élodie est identifié, ils écoutent avec attention les 26 secondes de l'appel. Aujourd'hui à la retraite, Thierry Fouache a été l'un des premiers sur les lieux du crime. Il a participé à l'enquête et n'a jamais pu oublier l'appel d'Élodie aux pompiers. Sincèrement, celui qui écoute la bande, même 15 ans après, ne peut pas être insensible à ça. Je veux dire, moi, je sais que ça vous prend aux tripes, vous êtes complètement retourné, et c'est vrai que bon, vous sortez pas indemne d'écouter cette bande. Des pleurs, des hurlements, des cris, et en arrière-plan des voix qui semblent essayer de la calmer, mais je veux dire, bon, elle hurle, c'est vraiment très très prenant. Les scientifiques ont écouté des centaines de fois cette bande sonore pour tenter de la faire parler. Ils se sont concentrés sur les voix des hommes. On entend distinctement 2 voix. Et peut-être une 3e. Et si on se réfère aux expertises, ils font état qu'à un moment, il y a une des voix qui est quand même plus posée, calme, et qui semble avoir autorité sur la 2e. Ces agresseurs rebroussent chemin. À 6 km, invisible depuis la route, cet ancien tarmac, où les agriculteurs venaient brûler leurs déchets verts. Impossible qu'ils ne soient pas déjà venus.
Ils ont pu commettre le pire, protégés des regards, cachés de la route par un talus. Jackie Kulik ne s'est rien épargné. Ni la reconnaissance du corps de sa fille à la morgue, ni la vision des lieux où elle a été tuée. Si elle a souffert, hein, elle a souffert. Hein. Vous arrivez à vous souvenir de sa beauté d'avant ou c'est cette image? Comment vous... Non, l'image bien sûr, je l'aurai toujours, hein, on l'aura toujours en tête. Hein. Moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est la cassette où elle appelle. Hein, parce que là, tu sens que ton enfant a besoin de toi et tu peux pas être là, tu vois, c'est quelque chose de... Hein, tu l'entends crier, tu l'entends hurler et malheureusement, tu peux rien faire. Est-ce qu'elle m'a appelé? Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'elle m'a appelé? Je crois qu'elle m'a appelé. Je crois. Les criminels ont voulu faire disparaître le corps de leur victime. Mais en plus du préservatif avec un ADN, ils ont abandonné tout près d'Élodie une serviette, une chaussette, 2 mégots de cigarettes. Que s'est-il exactement passé cette nuit-là? Il y avait cette scène de crime avec le sentiment qu'on avait affaire quand même à des blaireaux, quoi, des gens qui laissaient des traces énormes, un préservatif utilisé, ce genre de choses qui sont énormes. Donc, soit ils ont été dérangés, ils ont dû partir très vite, mais dans le secteur, c'est quand même assez peu probable. Soit c'est simplement des bourrins, des gens qui étaient, par exemple, ivres, et qui sont partis précipitamment après avoir fait ce qu'ils ont fait. On est très confiant. Je veux dire, on est en janvier, pour nous, voilà, c'est une question de 6 mois, peut-être 1 an grand maximum, avant qu'on retrouve l'auteur des faits. On ne pense pas qu'on est parti pour des années et des années d'enquête. Ils ont réussi à provoquer un accident, à passer à travers les mailles du filet et à garder leur si lourd secret. Ont-ils noué un pacte du silence cette nuit-là? Vont-ils recommencer? Les gendarmes de la cellule Élodie Kulik espéraient que l'un des meurtriers finisse par se confier auprès de l'un de ses proches, que la pression serait trop forte dans les semaines et les mois qui ont suivi le crime. Ils ont reçu des dizaines de renseignements anonymes émanant de toute la région. Chacun des signalements, chacune des informations ont été vérifiées sans résultat. Alors comment expliquer que ce sombre pacte entre les auteurs ne soit toujours pas rompu? C'est la deuxième partie de cette histoire. Ces chauffards, capables d'une violence inouïe, se sont murés dans le silence. Ils n'avaient a priori jamais tué, car l'ADN retrouvé n'était pas fiché. Sont-ils retournés à une vie banale, pour se faire oublier? Ou était-ce le début d'une série de meurtres? Ces hommes ont-ils fait de la Picardie leur terrain de chasse? C'est derrière cette botte de paille en plein champ que le corps de Patricia, 19 ans, a été retrouvé hier en fin d'après-midi. À peine 6 mois après le meurtre d'Élodie, à seulement 40 km, Patricia Leclerc est retrouvée morte. Elle a été enlevée alors qu'elle rentrait de sa journée de travail.
Patricia a été violée et étranglée, comme Élodie. Le corps sans vie de Christelle est découvert le lendemain de sa disparition, sous une voiture. On ne peut pas ne pas se poser la question d'un tueur en série. Un tueur en série, c'est 3. Et là, les gendarmes vont mettre un dispositif phénoménal en place. C'est-à-dire, dans le secteur où ces filles ont été tuées, on ne fait pas 1 kilomètre sans tomber sur une patrouille de gendarmerie. Le périmètre des crimes est un triangle au nord-est de la Somme. 30 enquêteurs, 150 gendarmes sont mobilisés. Les 3 jeunes femmes ont-elles été victimes des mêmes agresseurs? Des prédateurs extrêmement violents qui connaissent la région dans ses moindres recoins. Ça nous crée une psychose dans la région qui fait que les dames ne veulent plus sortir la nuit toutes seules. Ou, voilà, c'est un peu la panique. On se retrouve devant un psychopathe qui a fait la Somme, son terrain de chasse, et puis il cherche maintenant toute une jeune fille qui trouve la nuit toute seule. Bon, puis il l'agresse, il la tue et il la viole, quoi. Mais les gendarmes ne sont pas les seuls à être sur les dents. À l'époque, Jackie Kulik, le père d'Élodie, s'accroche à chaque piste. Il sillonne la région pour se rendre aux marches blanches en mémoire des autres jeunes filles tuées, à leurs obsèques, et mène sa propre enquête. Il pense alors qu'il s'agit des mêmes tueurs pour les 3 jeunes femmes. J'espère surtout qu'on les trouve, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'il y en ait une 4e. J'espère surtout qu'on les trouve au plus vite. En novembre 2002, les gendarmes arrêtent Jean-Paul Lecomte. Un homme déjà condamné pour viol, sorti de prison il y a quelques mois. Rien à voir, je ne veux plus rien dans cette histoire. Il nie, mais son ADN est découvert sur le corps de Patricia Leclerc. A-t-il tué aussi Élodie Kulik? Quand Lecomte est identifié pour les 2 dernières affaires, Lecomte c'est un solitaire. Il agit toujours tout seul. Or, les gendarmes qui ont fait décrypter la bande-son savent qu'il y a au moins 2 agresseurs. Alors pourquoi quelqu'un qui aurait commencé avec 2 agressions aurait ensuite serait passé tout seul? Donc ça ne colle pas. Et puis surtout, il y a l'élément important, Lecomte, au moment de l'agression, du meurtre, du viol d'Élodie Kulik, il est en prison. Et là, pour Jackie Kulik, il y a un espoir qui s'effondre. Le meurtre de sa fille est le seul des 3 à ne pas être résolu. Et Jackie Kulik se retrouve isolé dans son combat. Pour tenir toutes ces années, il a eu souvent besoin de revenir en arrière. De se replonger dans ses plus doux souvenirs pour y puiser la force de se battre. C'était ici, à Montchilagache en Picardie, dans cette maison qui était aussi un bureau de poste. À l'époque, Jackie était receveur et facteur. Et avec sa femme Rosemary, il travaillait et vivait ici avec leurs 2 enfants.
C'est là où on était véritablement heureux. C'était les meilleurs moments de notre vie. On venait, avec Rosemary, on venait d'avoir Elodie. On a reconstruit, on a eu Fabien après, tout de suite dans la foulée. Comme les 2 premiers enfants qu'on avait perdus. Ils avaient également 13 mois d'écart. On avait refait une fille et un garçon. On était super bien. Ouais. Une vie simple. Chaque matin levé à 5h30 pour recevoir et trier le courrier avant la tournée. Pendant que Rosemary s'occupait des clients. En fin de journée, il récupérait les enfants à l'école. La chambre d'Elodie, c'est la première fenêtre à gauche, là-haut. Ouais. Et là, Elodie et Fabien, ils jouaient dans le jardin? Ah ouais. Ils jouaient là, et puis ils avaient leurs petits copains et copines qui habitaient ici dans le secteur. Les gosses, ils venaient, ils avaient de la place pour... Ouais. Par contre, j'avais planté un prunier. J'avais greffé un prunier, mais il a disparu. Il a disparu. Et Rosemary, c'est quoi les souvenirs qui reviennent? Rosemary, c'était sa maison, c'était sa cuisine, c'était l'intérieur. Elle voulait avoir un intérieur impeccable, quelque chose de bien. Ouais. Elle était revenue s'installer tout près des lieux de son enfance, dans la rue juste derrière l'école. À 24 ans, elle avait trouvé l'appartement de sa nouvelle vie, sa vie de femme fraîchement nommée directrice d'agence bancaire. Et donc là, elle venait de s'installer depuis combien de temps? 3 mois. Ouais, elle n'a pas profité beaucoup ni de sa promotion, ni du logement. Quand il a fallu rendre les clés, ça c'était dur. C'était dur. Tous les monter, démonter son mobilier. Et puis, fatalement, ça venait d'arriver. Donc c'était tout frais. Elle était encore là pour nous dans la maison. Quand on est arrivé, on la voyait nous l'accueillir à l'entrée. Et oui. Elodie a été enlevée à 7 km d'ici. Elle était presque arrivée chez elle quand elle a été pourchassée sur la route en rentrant de Saint-Quentin. Le fils de Jackie Kulik, Fabien, et sa petite fille vivent à l'autre bout de la France. Il va régulièrement les voir. Mais depuis des années, l'essentiel de son temps, il le consacre à son combat. Le temps m'est devenu insupportable. L'attente est pénible. Et je pense qu'il serait grand temps qu'on arrête les assassins de ma fille. Dès le lendemain du crime, il interpelle les médias. Puis Jackie Kulik est reçu 2 fois par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. D'abord avec les familles des autres victimes de la Somme, puis pour demander l'extension du fichier qui recense les délinquants français. Il milite pour cette cause au sein de l'association Angélique. Plus
Plus le fichier des empreintes génétiques est important, plus il y a de chances pour que le meurtrier d'Élodie y figure. Les années passant, il va même jusqu'à offrir une prime, l'argent de son indemnisation, contre tout renseignement. Cette somme d'argent qu'ils vont m'être attribuée, elle ne me servira pas grand-chose, hein. Autant qu'elle serve à débusquer les meurtriers. Jackie Kulik multiplie les messes en mémoire de sa fille et les marches symboliques. Ce qui me fait tenir, c'est le fait de les avoir un jour, de savoir qui ils étaient, pourquoi ils ont fait. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Rien n'est pire que de ne pas savoir. L'histoire d'Élodie a ému beaucoup d'anonymes qui soutiennent Jackie Kulik. Cette mobilisation explique sans doute que l'enquête n'ait jamais cessé. Il ne s'est pas passé une journée pendant toute cette période où il n'y avait pas au moins un enquêteur dessus. C'est l'affaire de France pour laquelle il y a eu le plus de prélèvements ADN, 6000. C'est énorme. Année après année, les gendarmes de la cellule Kulik ont cherché à démasquer l'homme qui avait laissé son ADN sur la scène du crime. Concernant le renseignement qu'on a eu sur une personne qui aurait violé récemment au mois d'août, est-ce qu'on a pu savoir le nom du présumé auteur de ce viol, non ? Chauffard qui s'amusait à courser des jeunes femmes dans la région, auteur d'infractions sexuelles, tous les suspects ont été un à un disculpés par leur ADN. On a reçu le rapport d'expertise du laboratoire. Et donc, il va falloir qu'on travaille sur un individu au niveau de la ligne maternelle. Le lieutenant-colonel Famoy, biologiste de formation, tentait même de faire parler les traces d'ADN dégradées retrouvées sur la serviette et sur la chaussette de la scène du crime. Il va falloir rechercher dans les fichiers. On va voir un petit peu où ils en sont et puis après corréler les dates de naissance avec le profil génétique et voir qui est susceptible d'intéresser l'affaire. Pendant des années, c'est une région entière qui a été dans le viseur de la section de recherche. Le soupçon d'accent picard ou du nord des meurtriers, le lieu de découverte du corps, ont amené les gendarmes à exploiter à fond la piste locale. Les dénonciations anonymes ont abondé. Mais les auteurs, eux, n'ont rien laissé échapper. On peut tout imaginer. Secret de famille, des copains liés par un pacte du silence, des gens qui sont décédés depuis, tout est possible. Il y a la douleur de la famille, il y a également quelque part la douleur des enquêteurs qui travaillent dessus depuis des années. Je pense à ceux qui ont fait un super travail, qui sont partis justement depuis à la retraite. Je pense à ceux qui ont pris la relève. Ils se disent mais pourquoi justement quelque part on n'arrive pas alors qu'on a une méthode, on y met du cœur, on met nos tripes de militaires de la gendarmerie nationale là-dedans et ça sort pas. Je pense que je partirai à la retraite l'année prochaine. Il y aura d'autres copains, d'autres gendarmes qui vont travailler dessus. Et j'espère que ça va durer assez longtemps pour qu'on puisse donner espoir à ce monsieur Kulik. Jackie Kulik n'a en effet qu'une seule crainte. Que le meurtre de sa fille ne soit un jour classé et qu'il prenne la poussière dans les profondeurs des archives criminelles. Mais cela ne sera pas le cas. Les enquêteurs n'avaient jamais baissé les bras. Eh bien, un crime qui avait marqué l'opinion vient d'être en partie élucidé 10 ans après. L'enquête va connaître un rebondissement spectaculaire. Les enquêteurs vont réussir à faire parler l'ADN de la scène du crime grâce à une technique inédite en France. La recherche en parentèle. C'est ce laboratoire d'analyse génétique de la gendarmerie qui a réalisé les expertises. Le lieutenant-colonel Famoy a eu l'idée qui allait tout débloquer. Toutes
ces années, l'ADN de la scène du crime était impossible à identifier, car il n'était pas dans le fichier des empreintes génétiques. Alors il a fallu être inventif. En fait, je m'aperçois que le seul élément qui a survécu au temps est l'ADN. Et l'idée, c'est comment faire parler davantage ce profil génétique qui ne correspond à aucun profil génétique connu en base. Et je m'aperçois qu'aux États-Unis, ils ont réussi à identifier un violeur en série grâce à la recherche en parentèle. Il faut savoir qu'un profil génétique, c'est 50% du père, 50% de la mère, pour chaque individu. Donc ce que j'ai demandé, c'est que dans le fichier, on recherche tous les profils génétiques qui présentaient 50% de similitude avec celui retrouvé sur la scène de crime. Dans le fichier, les enquêteurs débusquent une empreinte génétique très proche de celle du violeur. Sans doute un membre de sa famille. L'homme a été incarcéré pour agression sexuelle. Il est encore en prison lorsqu'Élodie a été tuée. Après une enquête poussée, les gendarmes découvrent que l'ADN retrouvé sur la scène du crime est celui de son fils, Grégory Viard. 10 ans après, ils tiennent enfin leur principal suspect. Modestement, on a chacun apporté notre petite pierre à l'édifice. Le principal, c'est que ça serve et que ça permette à un moment de débloquer des situations. Jackie Kulik a enfin le visage d'un des agresseurs de sa fille. Oh ben vous savez, la première réaction, je me suis effondré, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pas réussi à retenir mes larmes. Vous savez, ça fait 10 ans que j'attends. Hein. Ça fait 10 ans que j'attendais ce moment et ça, après, je me suis senti soulagé. Le fait d'avoir d'en tenir un, ça a été un soulagement pour moi et puis bon, un encouragement. Je me dis que derrière ça va suivre. C'est un début. On en est au début encore. Il y aura d'autres l'inculpation, je présume. Qui est Grégory Viard, le violeur d'Élodie ? Voici son village, à quelques kilomètres de là où vivait la jeune femme. Mais alors que les gendarmes pensaient enfin percer le mystère, ils découvrent que ce plombier de 24 ans est mort dans un accident de la route, 1 an après le crime, en 2003. En exhumant son corps, les enquêteurs en ont désormais la certitude. Il est bien l'agresseur d'Élodie. Grégory Viard est parti avec ses secrets. Mais sur la bande de l'appel d'Élodie aux pompiers, on distingue 2 voix d'hommes. Avec qui était-il cette nuit-là? Où se cache son complice?